Et pour décrypter l'adresse à la nation du chef de l'État avec moi sur ce plateau, Monsieur Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, Monsieur Abdou Karim Fofana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour cette invitation. J'anticipe nos meilleurs vœux de unité. Alors, on l'a suivi, l'adresse à la nation du chef de l'État après 12 ans à la tête du Sénégal. On peut dire un discours d'adieu, mais également de bilan. Tout à fait, un discours d'adieu et de bilan. On a senti un homme qui a fait le bilan, qui a lancé un message aux Sénégalais, un bilan d'abord parce que, au-delà des chiffres, c'est un homme qui a rempli la mission de sa génération. Vous savez, chaque chef d'État a une mission. Le président Senghor, c'est l'édification de la nation sénégalaise. Le président Abdou Diouf, c'est le renforcement de l'État. Le multipartisme, le président Abdoulaye Wade, c'est le début de l'ambition économique du Sénégal. Mais le président Macky Sall, c'est l'amorçage de l'émergence, la modernisation du Sénégal avec toutes ces transformations. Il y a un mot fort dans son discours. Le Sénégal de 2023 n'est sans commune mesure avec le Sénégal de 2012. Et c'est parce que son bilan est multiforme, d'abord du point de vue économique. Vous avez vu tous ces efforts qui ont été faits. Mais au-delà de ça, les analyses statistiques montrent même des choses plus étonnantes. On dit que au Sénégal, on a gagné par exemple 5 ans d'espérance de vie. On a gagné $500 de PIB par habitant, 40% par rapport aux $1 200 de 2012. Les autoroutes, la mobilité, tout ça, on n'y revient pas. Mais sur les questions sanitaires, le fait d'avoir une couverture maladie universelle, là on est au niveau du gouvernement en train de réfléchir sur la caisse qui doit financer, rendre autonome tout cela. Rien que l'équité territoriale, faire en sorte que, j'ai bien aimé la traduction ou l'adaptation au Wolof de Khalisek, quand il parle de Mengele de qui, c'est-à-dire faire en sorte que chaque collectivité, chaque communauté puisse trouver sa dignité dans ce que fait l'État. Oui, chef de l'État. Tout à fait, tout à fait. Nous qui avons sillonné avec lui le Sénégal des profondeurs entre 2009, 2010, 2011, c'était une préoccupation. Faire en sorte que le budget permette à chaque communauté, à chaque territoire d'avoir le minimum. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'au Sénégal, en 2 mandats, on a doublé l'accès à l'électricité. On est presque à 98% sur l'accès à l'eau en milieu urbain, plus de 92% sur l'accès à l'eau en milieu rural. Les hôpitaux, les universités, vous voyez, les innovations qui ont permis d'avoir une université numérique. Aujourd'hui, chaque jeune Sénégalais peut avoir le choix de rester dans sa région et suivre les cours des grandes universités au Sénégal. Donc c'est un homme, comme je le dis, sans risque de me tromper, qui a accompli la mission de sa génération. Faire entrer le Sénégal dans l'ère de la modernité, nous faire oser aller chercher toujours ce qu'il y a de mieux pour permettre aux Sénégalais de progresser à l'instar de leur pays. Nous avons fait des progrès tous les jours. L'agriculture, même chose. Quand on voit comment on a doublé nos performances agricoles. Vous parlez tout à l'heure de budget. Il y a toujours un lien entre performance économique, recettes budgétaires et budget de façon générale. C'est dans les 2 premières décennies du Sénégal indépendant, de 60 à 80, la croissance tournait autour de 1-2% en moyenne. De 80 à 2000, 2,5%. De 2000 à 2012, on nous dit 3,5%. Là, on a 5,5% de croissance en moyenne depuis 2012, malgré la Covid. Malgré la Covid. Vous avez vu, le budget du Sénégal aussi a suivi cette tendance. On est passé de 2300 milliards à 7000 milliards. Donc c'est une réalité parce que si vous n'avez pas une performance économique, vous n'avez pas assez de recettes. Si vous n'avez pas assez de recettes, vous n'avez pas la confiance des bailleurs de fonds pour réaliser toutes ces infrastructures qui ne sont pas seulement des infrastructures de transport. C'est l'électricité pour la capacité de production de nos foyers, mais aussi de nos industries, de l'économie, des services. Mais c'est aussi les transformations sociales aussi, le fait de pouvoir se soigner. Vous avez vu ces performances magnifiques. Nos médecins commencent à faire des opérations pour lesquelles on faisait des kilomètres, on payait des millions pour aller à l'étranger. Donc des sentiments de satisfaction parce qu'un homme a eu le courage d'oser, de planifier
je vais être un peu bavard parce que avant la planification au Sénégal, c'était sur 4 ans, 5 ans, 6 ans. Avec le PSE, le président nous dit qu'il faut avoir un horizon sur 20 ans. Chaque 5 ans, il faut un plan d'action prioritaire qui doit nous permettre d'atteindre une étape. Donc on l'a fait avec les infrastructures, les moyens de production, les moyens de compétitivité. Aujourd'hui, nous sommes sur la souveraineté. On ne parle plus de route, on ne parle plus d'électricité. C'est un vieux souvenir. Aujourd'hui, le débat, c'est comment produire plus au Sénégal, comment employer plus au Sénégal, comment exporter et créer davantage d'emplois. Il l'a dit, c'est le défi pour le futur et justement, du Sénégal. Par rapport à l'emploi, il a dit le programme Riendaoni sera prolongé sur 3 années. Tout à fait, tout à fait. Il l'a dit en Conseil des ministres ce mercredi dernier en demandant au gouvernement de reconduire ces plus de 82 000 jeunes Sénégalais qui sont employés par l'État, qui trouvent un salaire, qui touchent un salaire modeste mais important, qui leur permet de mettre un premier pied dans la vie active, qui leur permet d'assister certaines administrations, les usagers du service public dans certaines activités de leur vie, et ça leur permet petit à petit de se faire, de construire petit à petit un avenir et d'avoir un début professionnel dans leur vie. Et le volet sécurité a aussi occupé une bonne place dans ce discours. On l'a vu, il a salué ceux qui ont déposé les armes en Casamance et par rapport à l'incinération des armes la dernière fois. Tout à fait. Au-delà de la sécurité, c'est d'abord le devoir de maintenir le legs des chefs d'État qui l'ont précédé. Le président de la République a évoqué ses prédécesseurs parce que tous, ils ont perpétué le legs de l'unité nationale. D'abord, l'unité nationale, la République. On a une forme républicaine. Chez nous, on choisit un président, il y a une alternance. Et c'est une évidence. On parle souvent du processus électoral, mais vous l'avez vu au Sénégal, certaines grandes villes sont dirigées par des maires de l'opposition, même s'ils disent souvent que le processus n'est pas clair. Quand l'opposition va en justice, ils peuvent gagner comme l'État peut gagner. Donc c'est ça la réalité de notre démocratie et aussi la pluralité de notre démocratie et la liberté de nos outils administratifs, judiciaires et autres. Alors, cette paix, pour la maintenir, il faut aussi cet esprit de paix, de cohésion nationale, de stabilité politique. Et il y a des acteurs qui aident à cela. C'est l'armée, ce sont les forces de défense et de sécurité. Et je pense que le président de la République, ces 12 dernières années, leur a rendu un hommage mérité, mais aussi la dignité, en leur donnant les moyens. Le budget de ces secteurs ont presque doublé en 12 ans. Les moyens qu'il fallait, la dignité qu'il fallait, l'écoute qu'il fallait, l'encadrement qu'il fallait. Et aujourd'hui, on voit que le Sénégal, de plus en plus, toutes ces zones où il y avait des difficultés sécuritaires, on a pu assurer la continuité du territoire, on a pu assurer aussi la sécurité des Sénégalais, malgré les soubresauts qui ont eu lieu ces dernières années. Malgré tout, l'État est resté fort, l'État est resté infranchissable. Et c'est ça le plus important. Donc c'est la perpétuation de ce legs venu de ses prédécesseurs. C'est-à-dire l'unité nationale, la forme républicaine, l'État. Et face à cela, vous avez bien entendu ce qu'a dit le président de la République. Il nous faut lutter contre l'extrémisme, le populisme, la manipulation médiatique, parce qu'aujourd'hui, ce sont les plus grands ennemis de la nation, de la cohésion nationale, de la République, de l'État, mais aussi de la démocratie. Il y a aussi les infrastructures qui occupent une bonne place dans le plan Sénégal émergent. On l'a vu avec le développement du réseau routier. Le BRT va rouler en 2024. Avant ça, il y a l'ETR. Tout à fait, tout à fait. Nous avons une démographie particulière, moins de 200 000 km², 18 millions d'habitants. Notre population croît aussi de façon très importante. Donc il nous faut trouver des moyens d'assurer la mobilité, parce que sans mobilité, on tue un peu le potentiel économique de nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu, pour moderniser un pays, d'abord les infrastructures. C'est-à-dire en 12 ans, on est passé de 33 km à presque 200 km d'autoroute. C'est 6 fois plus. Quand on parle aussi de routes revêtues, rien que le programme PSD, c'est presque 2600 ou 2700 km de routes à rénover ou de nouvelles routes à construire. Donc c'est des options très claires. Et aussi des outils modernes, le TER, vous avez entendu, durant des années ça a été décrié, mais tous les jours quand vous allez à la gare, vous voyez le succès que cela a. Le BRT, les questions de mobilité, le nord de Dakar, qui ont aussi un droit à arriver, travailler à l'heure et pouvoir faire toutes ces
tous ces échanges. Donc, ce sont des points importants dans la modernisation de notre pays. On peut en citer d'autres. Hein. C'est la modernisation de l'administration, les sphères ministérielles, les sphères administratives régionales, le groupement des sapeurs-pompiers, tous ces éléments pour moderniser notre administration, donner aux citoyens sénégalais, à l'usager du service public, un meilleur service qui lui permet aussi de mener ses activités, d'être en sécurité et d'avoir la possibilité d'exprimer son talent, gagner sa vie et vivre en sécurité avec sa famille. C'est un volet important, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire l'inclusion et l'équité territoriale à travers tous les programmes sociaux de base que l'État a mis en place. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes parce que quand on parle d'infrastructure, quand on parle de capacité de production en électricité, c'est d'abord pour mettre en place les conditions d'une transformation structurelle de l'économie, c'est-à-dire avoir plus de croissance, produire plus, avoir plus de revenus et de recettes. Mais quand on a plus de revenus et de recettes, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour développer le capital humain. Donc ce capital humain, c'est l'éducation, c'est la santé, mais c'est aussi permettre à des Sénégalais qui peut-être n'étaient pas pris en compte dans les politiques publiques. Je me rappelle, un économiste disait que la bourse de sécurité familiale permet de rompre la chaîne de transmission intergénérationnelle de la pauvreté. C'est-à-dire, il était courant de rencontrer des Sénégalais qui pouvaient vous dire, écoutez, moi, dans la localité où je suis, je ne vois la gendarmerie que quand il y a feu de brousse ou vol de bétail ou ce genre de choses. Je n'ai pas de route, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité. Il me faut faire X kilomètres pour avoir de l'eau. L'école, il me faut faire X kilomètres. Mais quand on parle d'équité territoriale, c'est de faire en sorte que le Mariama qui habite à Dakar, pour ses enfants, il faut 1 kilomètre pour aller à l'école. Quand vous ouvrez le robinet, vous avez l'eau. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous avez l'électricité. Mais celui qui est dans une localité un peu éloignée ne doit pas faire autant de kilomètres pour avoir les mêmes services que vous. On ne peut pas donner à tout le monde la même chose, mais faire des efforts d'équité territoriale, que chacun puisse se sentir sénégalais. C'est la notion de Sénégal pour tous ou le Sénégal de tous, Sénégal pour tous.